Merci beaucoup. C'est un honneur et un privilège d'être le premier speaker aujourd'hui ce matin. J'apprécie particulièrement l'effort qui a été fait sur la prononciation de mon nom. Dans ma propre entreprise, la plupart ont déjà abandonné. Pour dire vrai, la dernière fois que j'ai été introduit lors d'une conférence, on m'a présenté comme suit. Aymar est un peu comme Cher, la chanteuse. Il a juste besoin d'un prénom qui se suffit à lui-même. Donc il y a comme du progrès. Aujourd'hui, on ne me présente pas comme étant une chanteuse. J'avais envie de venir aujourd'hui ici sans l'affront, l'audace ou l'outrecuidance d'essayer de vous donner un cours 101 sur comment exporter, quelle est l'unique stratégie qui existe, parce que évidemment ce serait bien trop simple s'il n'y avait qu'une seule façon de faire. Ce que je vais plutôt vous proposer, c'est de vous raconter un petit peu l'histoire de la marque Assassin's Creed et ce qui s'est passé, notre stratégie de développement dans le publishing et à l'international, en axant la présentation sur deux thèmes. Le premier étant le savoir-faire, le contenu, ce dont on s'occupe plus particulièrement, c'est comment est-ce qu'on réussit à créer une marque qui a de l'attraction au niveau international et de l'attraction dans différents pays et différentes cultures. Et la seconde, c'est la partie un peu plus marketing-communication, qui est le faire savoir, comment réussir à se démarquer et comment utiliser les nouveaux médias aujourd'hui, les médias sociaux, les réseaux sociaux et la communauté, afin d'aider à propager le message et à réussir à faire la différence entre nous et les autres. Donc, en guise d'introduction, je vais vous proposer une petite vidéo qui présente un petit peu ce qu'est la marque Assassin's Creed pour ceux qui ne seraient pas familiers. It's one of the most acclaimed franchises ever created. Assassin's Creed! Nick Cannon hosted and was DJ, celebrated the launch of Assassin's Creed. HBO Beauty is showing us how she's shape-shifting into an assassin. The scenery is very beautiful. The most anticipated video game of 2012. Donc, si le slide veut bien marcher, voilà. Aujourd'hui, en fait, la franchise Assassin's Creed est une franchise qui raconte l'histoire de deux sociétés secrètes, deux factions, les Templiers et les Assassins, qui s'affrontent au cours du temps, qui se sont toujours affrontés, et le tout dans un univers, en fait, extrêmement connecté. On a commencé à développer notre stratégie transmédia au moment du lancement d'Assassin's Creed 2. Et depuis, et là c'est juste un glimpse parce que la marque ne rentre pas sur un seul slide, tous nos projets, on a toujours travaillé très très fort pour s'assurer d'une certaine consistance entre tous les différents projets qu'on était capable de lancer, que ce soit des séries animées, des bandes dessinées, des graphic novels, des bouquins, des jeux. Pour nous, il est important que tous se fassent écho et aucun ne se contredise. D'où la naissance et la création d'une équipe de marque dont la tâche principale était de s'assurer que l'intégralité de l'univers était connectée et faisait du sens. Aujourd'hui, Assassin's Creed, c'est pas seulement une licence ultra marketée, c'est aussi une licence de qualité qui, à la fois autour de nos pairs et dans les critiques, journalistes et autres, est acclamée. C'est 90 millions d'installations, donc on parle de 90 millions de jeux vendus, 50 millions de joueurs uniques, et Uplay est un système de tracking propre à Ubisoft, donc on a 22 millions de joueurs qui sont suivis. Un des éléments clés de la franchise Assassin qui nous a permis de nous installer et de nous développer à l'international a été l'angle historique qu'on a choisi d'avoir dès le début pour la franchise. On cherchait un élément qui était capable de résonner avec les joueurs du monde entier, et l'histoire a été une solution qui s'est imposée de manière assez évidente parce qu'on était un peu tous des geeks d'histoire. Et en même temps, c'était un thème qui était très peu exploité dans les jeux vidéo, surtout dans les jeux vidéo d'action et d'aventure. On n'avait pas pour prétention de faire un jeu vidéo culturel, mais notre amour de l'histoire nous a conduit à essayer de faire des reconstitutions parfaites des villes, proposer un cast de protagonistes historiques connus, de Léonard de Vinci en passant par les Borgia, en allant par les grands révolutionnaires de la période française.
Et cette stratégie en fait de qualité dans le contenu, cette stratégie d'authenticité nous a permis de nous rapprocher de différents partenaires. À commencer en fait par Historia, qui est un magazine européen français d'histoire très connu, l'ancêtre des magazines historiques, qui nous a contactés il y a plusieurs années dans le cadre d'un numéro spécial. Ils avaient l'intention de faire un hors-série sur Assassin's Creed et voulaient savoir s'il était possible de créer une collaboration, de partager du contenu et des créations qu'on avait fait pour notre jeu, et en même temps d'échanger avec les historiens avec lesquels on travaille, puisque pour s'assurer cette crédibilité historique, on a une équipe de 3-4 historiens qui sont embauchés par jeu, spécialistes de la période, ce qui a donné naissance à un premier hors-série qui a été un énorme succès. Et depuis, c'est quasiment devenu un rendez-vous pour les fans et les lecteurs d'Historia. Tous les ans, on sort un Historia spécifique sur Assassin's Creed et la période historique qu'on traite en actualité. Donc il y a eu la Révolution française l'année dernière et un numéro récent vient de sortir sur Londres victorien. Cette collaboration avec Historia nous a permis d'aller un peu plus loin. On a aidé Historia en fait à s'implanter dans des marchés anglo-saxons dans lesquels ils n'étaient pas, avec des traductions du numéro hors série en anglais, qui lui aussi a résonné et, à leur grande surprise, a dépassé leur électorat de base qui étaient les fans d'histoire pour s'implanter dans les écoles. En fait, notre premier client sur le magazine historique en langue anglo-saxonne et en langue française sont les librairies, les bibliothèques et les écoles, qui l'utilisent comme appât ou cheval de Troie pour intéresser les élèves à l'histoire, parce qu'avec la caution Assassin's Creed, on a le côté effectivement d'une marque qu'ils connaissent et qu'ils apprécient, et derrière, il y a toute une lecture avec une authenticité sur le contenu. En partant d'Historia, évidemment, des portes se sont ouvertes dans l'histoire en général. Donc, on a collaboré avec l'émission L'Ombre d'un doute, qui est une émission française qui traite d'histoire, pour leur fournir des assets de jeu. Ce qui a ouvert la porte à de la collaboration avec des musées. On a aidé Pointe-à-Cayère sur l'exposition sur les pirates en fournissant un peu de matériel. Et puis on a commencé à travailler ensuite avec eux sur d'autres expositions en fournissant encore une fois du matériel 3D, des concept art, des conseils. Et cette implantation a fait qu'on collabore de plus en plus avec les écoles, les universités. Tout ça, encore une fois, par l'angle historique, par le cœur du contenu qui était, en utilisant l'histoire, en fait, on va réussir à créer un produit pop culture qui va intéresser beaucoup plus que les franges habituelles des lecteurs ou des amateurs d'histoire. Ça a conduit à une des rencontres les plus étranges que j'ai eues dans ma carrière. Il y a quelques semaines, on a été contacté, j'ai reçu un email de la Maison-Blanche. Quand on voit le contexte actuel aujourd'hui, les déclarations de Donald Trump, je vous avoue qu'avec ma tête et ma barbe, quand j'ai reçu un email de la Maison-Blanche, mon premier réflexe était d'avoir peur. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai encore fait ? Et en l'occurrence, non du tout. C'était la Maison-Blanche, en fait, était intéressée par des nouvelles stratégies et approches de e-learning et voulait la collaboration d'Assassin's Creed pour réussir à dynamiser l'apprentissage et la manière d'apprendre l'histoire et d'aborder l'histoire dans les cours. En partant d'une marque de jeux vidéo, on est arrivé quand même à des choses assez surprenantes, y compris pour nous. La stratégie pour Ubisoft a été de partir en fait d'un jeu et d'une marque à succès à partir d'Assassin's Creed 2, donc autour de 2009, et d'essayer de tout faire pour en faire une marque de divertissement. Donc c'est en réalité mon rôle principal aujourd'hui sur la marque Assassin's Creed, c'est non seulement de gérer le contenu des jeux, leur script, leur authenticité, mais également toute la stratégie de développement qui vient autour de la marque. En partant, évidemment, ça veut dire des partenariats, du licensing classique avec du appareil, des figurines, etc., des choses qu'on voit traditionnellement dans l'entertainment, mais également une stratégie de publication digitale, de publishing, de films. Un film s'en vient en fin d'année. Et on va se concentrer évidemment ici aujourd'hui sur ce qu'on a fait sur le publishing. Donc au niveau des premiers pas, l'aventure a débuté en 2009 avec un roman qui était de manière assez classique, ce qu'on appelle un game to script. On a pris simplement le script du jeu, on l'a adapté en roman comme on peut le faire avec un film. La même année, on a décidé de lancer une série de romans graphiques. Et on a eu de la chance, on regardait un peu les auteurs qui étaient disponibles, quels auteurs étaient intéressants pour nous, et on a trouvé 2 auteurs talentueux qui s'avèrent tous les 2 travailler à Montréal, dans le studio Lunac, qui est un regroupement d'artistes et de designers extrêmement talentueux. Et donc, quand on s'est rendu compte que certains des artistes qui nous intéressaient habitaient à 2 rues d'Ubisoft, on s'est dit, bon, il faut absolument qu'on aille les rencontrer, qu'on commence et qu'on engage la discussion avec eux. Et ces personnes étaient tellement intéressées qu'elles ont décliné des offres de DC Comics pour travailler sur Batman and Robin pour pouvoir être les premiers à défricher le terrain de la marque Assassin en graphic novel. Enfin, au moment du lancement du jeu, on a travaillé tous ensemble avec les équipes, les writers et une partie des studios d'Ubisoft Montréal spécialisés dans la télé, dans un live action
qui servait d'introduction au jeu Assassin's Creed 2. Ce qu'on en a appris très rapidement, il y a un petit côté The Good, The Bad, The Ugly. Le roman, ça n'a pas été fantastique. La plus grosse problématique était que l'histoire était déjà connue, la pile était relativement limitée parce que les joueurs du jeu avaient déjà eu une version interactive d'une 30aine d'heures de cette histoire. Aujourd'hui, la revoir de manière transcrite et de manière figée n'était pas quelque chose de particulièrement pertinent. Je dis que c'était pas fantastique et que c'était the bad. On parle de plusieurs centaines de milliers d'exemplaires dans le monde. Au niveau des chiffres, ça a été correct, mais au niveau du produit en lui-même, on n'a vraiment pas été, nous, satisfaits de ce résultat. Le graphic novel, à l'inverse, lui a été un énorme succès. Au départ, les auteurs voulaient faire également un game to script, utiliser le script du jeu, raconter la même histoire sous forme de roman graphique, et pour nous, c'était peu intéressant. Donc, ce qu'on leur a proposé, c'était de leur donner carte blanche et de les laisser revenir eux-mêmes avec une période historique qu'ils souhaitaient traiter, des personnages qui les intéressaient. Et ils sont revenus complètement champ gauche et nous ont surpris en nous proposant comme période historique les révolutions russes. De la part d'un auteur, d'un designer canadien et américain, on ne s'attendait pas à ce que ce soit des périodes qui les touchent ou qui les fassent vibrer. Et ils ont réussi à proposer un projet qui a été extrêmement qualitatif, qui a été très bien reçu, souvent décrit comme la meilleure adaptation en comics d'un jeu vidéo. Et ça nous a évidemment inspiré pour la suite de notre stratégie. Le vraiment pas beau, ça a été effectivement le préquel en live action. On a énormément appris. La première a été une question de format télévisuel. Au moment où le live action était fini, les équipes se sont rendues compte qu'il y a des spécificités et des contraintes très techniques en termes de montage pour être familier et prêt avec la télévision. Donc on a tapé un petit peu à côté. Depuis, on a appris beaucoup de temps avant de revenir en live action avec un film. On a même pris 7 ans. Donc, le live action a été aussi un excellent learning. La clé, en fait, et l'élément à retenir pour nous dans cette première vague de projets qu'on a lancés, ça a été le contenu. Ça a été de dire que on travaille dans des univers dans lesquels le principal lien avec le consommateur, le client, le fan, c'est le contenu. C'est essayer d'avoir des histoires inspirantes, des histoires qui résonnent, des histoires qui sont capables de venir les chercher. Donc nous, avec l'angle historique, évidemment, on s'en est servi pour démarcher énormément de choses. On est très intéressé, comme beaucoup, par les pays BRIC, donc Brésil, Russie, Inde, Chine. C'est pas un hasard si certains de nos derniers héros sont indiens, chinois ou russes. On a voulu créer des projets et des personnages qui étaient à la fois capables d'aller défrayer des nouveaux marchés, mais en même temps qui étaient capables d'amener cette part de découverte et d'exotisme à une audience qui est plutôt la nôtre, qui est plutôt judéo-chrétienne. Les histoires qu'on a racontées sont plutôt ancrées dans cette tradition-là. Et donc, le fait d'aller en Chine permet de venir avec une touche d'exotisme pour nos auteurs et en même temps permet d'être pertinent pour une nouvelle audience à laquelle on ne parle pas. Ce qui s'est passé très rapidement, c'est qu'on a fait un changement complet de paradigme. Un changement de paradigme à la fois en interne et en externe. Je vous dirais que le plus gros frein a été plus Ubisoft que le public. Le plus gros frein a été que, pour beaucoup, le publishing, les stratégies transmédia étaient des stratégies chez Ubisoft qui avaient pour vocation d'aider à vendre plus de jeux. L'objectif était de dire, on est des créateurs de jeux vidéo, notre expertise c'est le jeu vidéo, le reste est là pour supporter notre stratégie principale et notre cœur de métier. Très rapidement, on a décidé en fait de changer ça et de faire comprendre en interne, au business, au marketing, qu'il y avait un véritable intérêt à se diversifier, qu'il était temps de changer le mode de pensée et d'arrêter de penser en développeur de jeux vidéo, mais en penser en spécialiste du divertissement. À partir de ce moment-là, chaque projet a été développé d'une manière assez unique, qui était chaque projet doit suffire à lui-même. Chaque roman qu'on va écrire, chaque graphic novel qu'on va créer, doit être suffisamment bon en lui-même pour être attirant pour quelqu'un qui ne connaît absolument rien à la marque. Chaque produit, chaque projet doit être suffisamment bien créé, bien préparé, intéressant pour se suffire à lui-même. Et à partir de là, l'objectif secondaire est d'enrichir la marque, d'enrichir mon expérience. Le changement qui a été fait, par exemple, dans les romans, a été, au lieu de faire des adaptations de script, on a commencé à raconter des histoires sous l'angle d'un autre personnage, d'un personnage secondaire qui faisait partie de l'histoire, de manière à ce qu'un joueur qui joue au jeu et qui lit le livre aura une autre version de l'histoire et un autre angle d'approche sur des événements qu'il ne connaissait pas. Et quelqu'un qui ne connaît rien aux jeux vidéo aura le plaisir de pouvoir avoir un livre qui va lui convenir.
Le résultat a été immédiat. On est aujourd'hui rendu à plus de 3,5 millions d'exemplaires du roman, de la série de romans vendus dans le monde. On a pour la bande dessinée franco-belge plus de 200 000 exemplaires vendus uniquement en Europe. Les chiffres ont été là. Le changement de paradigme s'est réalisé au niveau du 3e livre quand on a commencé à raconter des histoires originales. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'on a eu de plus en plus de nouveaux venus dans la marque dont le message était « Je joue pas aux jeux vidéo » ou « Je m'intéresse pas particulièrement aux jeux vidéo » ou « Je suis pas super habile dans les jeux vidéo ». En contrepartie, j'adore votre univers, j'adore ce que vous avez créé. Je vais voir le film, c'est sûr et certain. Je consomme vos produits, j'adore vos romans et j'ai hâte à ce que vous continuiez de développer l'univers. On a aujourd'hui atteint une maturité en termes de publishing, c'est-à-dire qu'on fait des romans, des graphic novels, des comic books, mais en plus de tout ça, évidemment, on a des artbooks, des beautiful books, des encyclopédies, des calendriers. On couvre quasiment tout ce qui est couvrable en matière de publishing. Ce qui m'amène en fait à mon deuxième grand plan, qui est le contenu et la base, et ce qui va nous permettre de développer en fait l'intégralité de notre offre et d'avoir un cœur qui peut être attirant au niveau international. La deuxième étape, un peu plus compliquée, c'est comment le faire savoir. Chiffre rapide, vous êtes probablement au courant, au mois de janvier, en France, se sont lancés 452 nouveaux livres. Exister au milieu de 452 titres au mois de janvier, alors que ce n'est pas du tout la rentrée littéraire, c'est quelque chose de pas évident. Une erreur qui a été faite et que je vois assez souvent en fait, dans le milieu du publishing, c'est la différence entre la communication de marque et la communication d'IP. Dans le cadre d'Ubisoft, au départ, on a beaucoup voulu communiquer sur les marques. Et l'erreur qui est faite, c'est que notre portfolio est trop diversifié. On propose des jeux de danse, du South Park, des jeux pour enfants, pour adultes, la diversité en fait tellement importante qu'essayer de parler sur un ton unique à une multitude de consommateurs, c'est prendre le risque de les aliéner et de les faire fuir.
pays du monde en ce qui concerne nos bureaux et nos locaux. Et chacun avait la tâche de trouver une filiale locale pour nous aider. Donc, par exemple, en France, on a Brajlon et Milady qui nous aident sur la version française, qui sont aussi les éditeurs de la version francophone au Québec. En Amérique du Nord, on a des partenariats Penguin Scholastic. Scholastic avec qui on travaille aussi sur d'autres projets qui ne sont pas encore annoncés aujourd'hui. Sur les livres Table Book, Coffee Table Book, on travaille avec Insight Edition, qui nous ont contactés eux-mêmes. Donc on a la chance d'avoir une marque suffisamment importante pour avoir des éditeurs qui, en général, viennent taper à notre porte et engager des discussions avec nous sur la stratégie de release. La plupart du temps, la position d'Ubisoft depuis des années est de faire des total buy-out de tous nos produits et de tous nos contenus. Ce qui veut dire qu'on a la responsabilité, nous, ensuite, de développer la plupart de nos marques à l'international. Par exemple, notre filiale brésilienne, et on parlait des pays BRIC, est très, 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 très forte et énormément en demande de produits publishing. En fait, pour donner un chiffre simple, l'année dernière, le roman s'est vendu à 300 000 exemplaires au Brésil, uniquement. Donc, ce qui nous a passé devant 50 Shades of Grey, qui est une grosse fierté de notre côté. Donc, en fait, ce qui est assez intéressant, parce que c'est un marché dans lequel les consoles nouvelle génération ne sont même pas encore disponibles. Donc la marque Assassin's Creed n'existe même pas en tant que jeu vidéo réellement au Brésil, mais en tant que marque, elle est très, 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 très implantée, ce qui est de bon augure pour nous, pour le film et pour d'autres projets qu'on amène ensuite. Donc c'est vrai qu'on fait beaucoup de cas par cas. Depuis, on a vraiment 2 partenaires avec lesquels on évolue depuis longtemps, qui sont Scholastic et Penguin. Mais effectivement, dans les différents territoires, on a à chaque fois des adaptations qui se font en local avec des partenaires très spécifiques. Also to mention, if anyone wants to ask a question in English, they're more than welcome to ask in English as well. I'm speaks both. Any more questions? Well, maybe I'm going to ask you to play the video then, because I quite like the video. You want to see the video? If I manage to. That's it. Tra la la tra la tra la la. Tra la la tra la tra. In your snide is pleasure, boom shape pleasure. Deep greedy and googling about the corner. To be the next. J'allais dire, n'essayez pas ça à la maison. On n'a pas mis le disclaimer, mais je veux pas de problème légaux, donc. Peut-être plus tard, quand vous êtes un peu. C'est ça, quand on sera plus réveillé, ouais. Je trouve c'est assez impressionnant de voir jusqu'à quel point les fans ils entrent dans l'univers. Donc, ils sont effectivement très engagés. Merci beaucoup, Aïma. On a il y a une question. Sorry, very quickly. What's your demographic? Men, women, children? Okay, for the video game, it's a game rated R, so it's mature. Meaning that officially we're targeting 18+. The average player is 24 years old, and he is a male. But whenever it comes down to other project or product, we literally see a shift in demographics, because like 24 as an average means that we have a lot of players that are above 40. A lot of players are also younger. And regarding comic books and graphic novel, our latest data show a really nice parity. So usually it's 50-50 male-female, and the average years old is about like 30 for a publishing product.
So with the movie, we once again anticipate that moviegoers going to influence our demographics. So for us, it's kind of super broad, especially because even if I'm saying that there's only 20% female playing our core game on the main console, it still represents more than 2 million, like 2 million persons. So it's still like big enough in order to look at the other project. Sorry, so what you're saying is that most men over 24 is your biggest demographic? For the game, yeah, for the game. And for the books? And for the books, it's a nice split, 50-50 male-female, and about 30 years old. Okay, thank you. D'autres questions? Comment vas-y. Est-ce que vous faites pour assurer la qualité en ayant différents bureaux partout dans le monde, puis différentes plateformes, comment est-ce que vous assurez la qualité de contenu? Ça, c'est effectivement quelque chose de très difficile. C'est la raison pour laquelle, en fait, on a créé une équipe de contenu dont l'objectif principal était de travailler de manière transversale sur tous les projets. C'est-à-dire à la fois les scripts des jeux, le film, les différents romans, les différentes bandes dessinées, et on a une équipe avec des writers, des historiens, qui passent en revue tous les contenus. L'objectif n'est pas de faire de cette équipe des cerbères, mais de s'assurer qu'à la fois on avait une qualité homogène dans les projets qu'on développait, et en même temps qu'on avait quelque chose de pertinent, c'est-à-dire qu'on ne se marchait pas sur les jambes en recréant infiniment la même chose et en ayant une recette. On essaye toujours de se challenger, d'explorer un petit peu des univers différents et de surprendre un peu les gens en utilisant le meilleur de chaque médium. Le type d'histoire qu'on raconte dans un comics n'est pas le même type d'histoire qu'on raconte dans un roman, et sera encore une fois très différent du ton qu'on va avoir sur le film. Merci. Merci beaucoup, Aymar. Je vous invite à me sauver. Merci.